1979, la France va connaître un bouleversement culturel majeur. La naissance de son premier festival de rock. Le pari fou d'une bande de potes qui se lança un jour le défi de réunir chez eux les plus grandes stars du rock, là-bas, au bout de la Bretagne. Gérard Pont, libraire à Rennes, organisateur d'Elixir. René Tréguer, professeur de physique, organisateur d'Elixir. Pierre Billan, quelques essais en agriculture. Je suis parti dans la culture rock actuellement. On était des branleurs, on avait 20 ans, les cheveux jusque-là, et plein d'énergie. Le truc s'est fait comme ça. Je crois pas qu'on ait pris la mesure, quand on était dedans, de ce que ça représentait socialement, et on voulait juste faire quelque chose qui nous plaise. Leonard Cohen, les Clash, Dépêche Mode, The Cure, Jimmy Cliff, America, Simple Minds, Murray Head, Stray Cats, Joe Cocker, ils y sont tous passés. C'était le Woodstock de France, oui, oui. Elixir, c'était vraiment cool. Voici l'histoire d'Elixir, une aventure musicale et humaine qui mènera nos jeunes Bretons très loin de leur terre celtique. Une histoire incroyable qui se terminera pourtant en catastrophe. Qui est responsable, c'est les troubles à l'intérieur. Oui, il y avait les flics et les anarchistes qui faisaient des émeutes. C'était fantastique. Ça se passe vraiment bien. C'est ici, en 1978, sur ces terres de champs, de landes et de dunes, que tout commence. Dans les années 70, ici, il y avait assez peu de choses. Il y avait Stivell qui avait fait une tournée en 72. Il y avait quelques concerts de groupes irlandais, anglais qui venaient, mais c'était très, très rare. C'était très, très rare. C'était Waterloo, Morne-Plaine. C'était trop loin. C'est-à-dire que l'autoroute s'arrêtait à Rennes, le TGV n'existait pas. Et donc, c'était pas du tout intéressant économiquement pour les artistes de venir jusqu'au bout du monde. Alors que Londres ou New York vivent la révolution punk, la jeunesse bretonne nage encore en plein rêve hippie. Robes à fleurs, patchouli et musique folk dans les oreilles. C'est dans cette atmosphère que deux cousins, Pierre et Jean-Paul Billan, commencent à organiser des concerts à Landerneau, petite ville rurale située à quelques kilomètres de Brest. Ce qui nous a motivés essentiellement au départ, c'est l'envie de voir des groupes qu'on ne voyait pas, qui ne passaient pas, et donc d'essayer de les faire venir. Donc, ce qui nous a amené à créer l'association Elixir. Donc Jean-Paul et moi, ça a commencé par des petits concerts au Familier à Landerneau, dans les salles locales. Nous, on lisait rock et folk un peu, comme tous les jeunes du coin ici, mais on était surtout sur le New Musical Express qui nous faisait rêver 15 fois plus à l'époque, parce que Paris, c'était loin, et nous, c'est Londres qui nous faisait rêver. Pour nous, c'était la Mecque, quoi, la Mecque du rock et la Mecque du blues, du folk, de tout. Ça nous faisait rêver de voir le festival de Cambridge. Et nous, on rêvait en se disant, tiens, si on pouvait faire quelque chose comme ça ici... Rassembler en plein air et sur plusieurs jours le meilleur du folk anglo-saxon, voilà le rêve de nos deux jeunes Bretons. Mais le défi est énorme quand on est issu d'un monde paysan, éloigné de tout et surtout du business musical. Alors très vite, Pierre et Jean-Paul vont associer toutes les forces vives de la région, à commencer par leur alter ego de Brest, jeune libraire de 20 ans. Alors moi, j'ai toujours été un fan de la chanson française, donc j'organisais des petits concerts, justement, de Dick Angarn, de Jacques Bertin, de Yves Simon. En tout cas, un jour, ils ont frappé à ma porte, les deux cousins Billan. On s'est assis sur le tapis, parce que c'était un peu époque tapis et coussin, et ils m'ont dit, on veut faire un festival, est-ce que tu veux le faire avec nous? Pourquoi ils sont venus me chercher, j'en sais rien. Peut-être parce que justement j'étais de la ville. En tout cas, j'ai tout dit oui sans savoir à quoi je m'engageais. Et je ne savais surtout pas que ça allait changer ma vie et vraiment l'écrire même. Si Gérard s'occupe de la communication et de la promotion du festival, Pierre et Jean-Paul élaborent l'affiche de cette première édition. Et c'est René, le professeur de sciences physiques du lycée, qui devient le temps des vacances directeur technique. Pierre Billan était l'un de mes élèves quand j'étais prof de physique ici à Landerneau. On se connaissait, relation prof-élève, et puis après, peut-être relation un peu plus amicale. Et quand il a voulu faire son festival, on a répondu présent. Quand on a vu l'ampleur de la tâche qu'il y avait à accomplir, on était complètement affolés pour lui, parce qu'il manquait tout, pratiquement, quoi. Il manquait tout, et a commencé par un lieu pour écrire cette nouvelle page du rock. Ouais, ma mère avait une ferme, Pierre, ses parents avaient une ferme, mais ça nous a aidés parce que c'était la débrouillardise.
Moi, j'habitais à Irviac, je suis né à Irviac, cette petite commune. Et donc, mon copain l'agriculteur, je lui dis, bon, bah tiens, ton champ là-bas, ce serait pas mal, et la vue est belle, ça peut faire rêver, quoi. Et si la vue est belle et si les gens racontent des belles histoires sur scène, attendez, c'est miracle, c'est la liberté, quoi. Converti en amphithéâtre à ciel ouvert, le lieu-dit Créac-Carnel devient donc le point de rassemblement pour tous les folkeux en ce week-end du 14 juillet 1979. 2 champs en guise de camping, le maire souhaitant un camping pour garçons et un pour filles, quelques citernes d'eau et le premier Woodstock breton est né. Bah, la scène, nous, c'était assez simple. On avait une structure de hangar avec 2 fermes ou 3 fermes qui nous permettaient après de faire une scène qui ressemblait à une scène, quoi. C'était très facile pour nous. Pour faire un comptoir, c'était des palettes de patates, vu que Irviac, c'est une ville très importante dans le monde pour la pomme de terre sélection. Donc, il y avait des caisses de patates d'1 mètre cube, nous on les renversait, et puis on faisait un comptoir de 100 mètres de long. Puis voilà, le bar était vite fait. Mais la débrouillardise ne règle pas tout, surtout quand on n'a pas un sou en caisse. Le festival passe même au bord de l'annulation le matin même du premier jour. C'est le flûtiste de Panra, groupe folk alternatif de l'époque, qui va sauver in extremis cette première édition. Je me souviens que c'était sympa, tout était sympa, quoi. L'atmosphère, c'était pas vraiment professionnel dans le sens salarié, quoi. Très système D. Le groupe électrogène, d'ailleurs, le gars qui l'a loué, avant le début du festival, il dit donc à Pierre et Jean-Paul, les organisateurs, si vous ne payez pas tout de suite, je remballe. Pas d'électricité, pas de sono, pas de rien du tout, quoi. Et là, donc le flûtiste du groupe Panra, où j'étais, il dit, moi j'ai l'argent de la tournée, là, il sort une grosse liasse, et il dit, je vous le prête jusqu'à la fin du festival. C'est comme ça que ça s'est arrangé. Il fallait sûrement une dose d'inconscience pour se lancer là-dedans. Ouais. Malgré leur amateurisme, les fondateurs d'Elixir ont de quoi être fiers. Pour la première fois en Bretagne, une même affiche réunit le meilleur du folk rock à l'image des grands festivals anglais. Mr. McKinley, he didn't do no wrong. Parmi les invités, les gens de Fairport Convention, c'est un des plus grands groupes de folk rock anglo-saxon. Sandy Denny a chanté avec Led Zeppelin. Birdie Ange, c'est l'inspiration de Neil Young, c'est l'inspiration de Jimmy Page. C'est un petit diamant qu'on nous posait sur une scène au milieu d'un champ de pommes de terre, quoi. Mr. Jelly Roll Baker, can I please be a slave? When a Gabriel blows his horn, I'm gonna rise from my grave for you. Sweet Jelly Roll, big the best Jelly Roll in town. You're the only man, big Jelly Young. Keep it down. Si pour programmer Elixir, être loin de Paris et de ses agents semble être un handicap, la proximité des côtes anglaises va se révéler un formidable atout. Pour trouver les artistes, on n'est pratiquement jamais passé par Paris parce qu'au départ, les groupes anglais qu'on a fait passer, donc des John Martyn ou des Richard et Linda Thompson, n'avaient pas de représentation en France. Et petit à petit, on s'est fait connaître sur Londres et donc on avait des meilleures facilités en discutant directement avec les agents londoniens. Aujourd'hui, il y a des festivals partout, mais là, les artistes ne tournaient pas en été. Donc, si vous voulez avoir des artistes d'été, il fallait aller chercher directement à Londres. Et Pierre est allé à Londres. Et effectivement, je me souviens que Jean-Paul et moi, on l'attendait comme le Messie revenant avec Neil Young, Bob Dylan ou je ne sais qui. Et voilà, il est arrivé avec la fine fleur de la folk anglaise. En cette année 1979, Irviac devient donc le temple du folk et marque le point de départ de la grande aventure Elixir. Dopé par son succès, l'équipe imagine tout de suite une seconde édition dans ce décor enchanteur. A priori, pas d'obstacle, Elixir s'en est fort bien tiré, sans gros couac, assurant même le transport d'une femme enceinte jusqu'à l'hôpital. Un rassemblement joyeux, sans débordement et surtout sans aucun dégât agricole. Mais à la fin des années 70, à Irviac, les cheveux longs, les bléoïrs comme on dit en breton, ne sont pas encore vraiment admis. Une fois suffit.
Les gens de la commune, ils étaient un peu inquiets au début, hein, parce que quand ils ont vu débarquer toute cette faune, entre parenthèses, dans les rues du bourg, et les commerçants aussi, de voir un tas de clients un peu chevelus, barbus de l'époque, c'était la mode. Évidemment que le bourg était quand même envahi de jeunes on n'avait pas l'habitude de voir, il faut être réaliste. Il n'y a pas eu de deuxième édition à Hervillac pour un peu calmer les esprits. Parce que c'était tellement nouveau et c'était une révolution. L'année d'après, on a dit on va les faire là-bas, à Plounéour-13. Comme ça les esprits vont se calmer ici, puis on verra après. Pour sa seconde édition, le festival monte donc son cirque sur les dunes de bord de mer, à Plounéour-13, entre Brest et Roscoff. Un terrain humide, pas vraiment idéal, qu'il faut remblayer à grands coups de semi-remorques de sable sec. Mais l'important, c'est que le festival ait lieu coûte que coûte. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait devenir de plus en plus pro. Ce qui fait que, par exemple, pour ne pas perdre de temps entre deux prestations d'artistes, on a mis 2 hangars côte à côte. Et ça, c'était vraiment, je crois, une grande nouveauté, parce que dès qu'un spectacle s'arrête sur une scène, hop, sur la scène d'à côté, ça démarre aussitôt, quoi. Et même chose pour le bar. Je me souviens que la bière, par exemple, c'était un camion-citerne entier qui venait en prise directe sur les tireuses. Les toilettes, les premières fois, on les creusait carrément sur le terrain. Puis après, on a acheté un semi-remorque pour en faire des toilettes, quoi. Enfin, voilà. Donc toutes les choses se sont comme ça très rapidement professionnalisées. Et à Plounéour-13, effectivement, il y a un gap de passé. Il y a 2 scènes, il y a une sono de qualité, il y a des vrais techniciens et même une équipe de sécurité. C'est-à-dire qu'autant à Hervillac, on rentrait comme on voulait, à Plounéour-13, il y a des bracelets, alors qu'avant, il n'y avait pas de bracelets. Révolutionnaire pour l'époque et pour le monde du folk, Elixir va même jusqu'à clôturer le site en dressant une enceinte de tôle ondulée sur plusieurs kilomètres, condamnant ainsi toute resquille. Enfin presque. Elixir étant quand même victime cette année-là d'un vol de 4000 bracelets, laissés naïvement à l'arrière d'une voiture, plombant sérieusement les comptes de cette 2e édition. Le public, lui, est loin de tout ça. Il est venu voir et entendre ce qui a fait le succès d'Elixir à Hervillac, du folk et encore du folk. La 2e année, à Plounéour-13, ça avait buzzé. Tout le monde attendait ce 2e festival. Et la programmation, elle est folk, comme l'année précédente. Mais avec les grands noms du folk, comme Dave Warbrick, Dougie MacLean, Wes Jones. Mais surtout, on a les 2 premières grandes stars du festival Elixir. On a Murray Head, qui passait beaucoup à la radio. Et on avait Donovan, qui était quand même une légende. C'était le concurrent de Bob Dylan. Pourtant, faire venir Donovan ou Murray Head à Plounéour-13 n'est pas gagné d'avance. Passé le Finistère, le festival n'est pas encore reconnu. Et convaincre des stars de venir se produire dans un petit bourg perdu de Bretagne relève de l'exploit. Juste le nom, c'était un peu compliqué. Plounéour-13, ça n'a pas vraiment rentré dans le cervelle. C'était un lieu inconnu. Un lieu inconnu pour un artiste au sommet. Programmer Murray Head en tête d'affiche, lui qui n'a jamais joué en France, serait un coup de maître pour Elixir. Qu'à cela ne tienne, Pierre n'hésite pas et se rend cette fois personnellement chez l'artiste, à Londres. J'étais un peu étonné du fait qu'il est venu chez moi. Je me souviens plus s'il m'a téléphoné, mais il est venu à ma maison, habillé comme un hippie en fourrure et tout ça. Ce qu'on n'a pas vu en Angleterre depuis 10 ans. On était plein dans l'époque punk. Ce qui fait qu'il y était une révolte contre tout ce que moi je représentais et tout ce que ma génération a fait comme musique. Et je voyais par son choix, par son goût sur l'affiche, qu'il aimait la même sorte de musique. C'est la première fois que j'avais tombé sur un Français qui aimait la musique autant. Alors ça, je pense que ça domine le raison que j'ai accepté de le faire.
En 1981, c'est Plomodierne, petit bourg côtier de la presqu'île de Crozon, qui accepte d'accueillir Elixir et sa horde de festivaliers. Et si le festival change encore une fois de lieu, il commence aussi à changer de style et d'envergure. Fini les ambiances folk. Pour la première fois, on y voit des bluesmen américains comme Albert Collins ou Luther Allison. Avec l'élection de François Mitterrand, un vent nouveau souffle sur la jeunesse. Le mot rock n'est plus tabou. Partout fleurissent des radios libres diffusant sans censure toutes sortes de musique, sans logique commerciale. Elixir anticipe tout de suite cette tendance et se met au diapason de cette décennie naissante. Avec le rock des Inmates, de Wilco Johnson ou la New Wave d'Hazel O'Connor, les années 80 commencent aussi à Elixir. Si pour le public, le festival est devenu un rendez-vous musical et générationnel indispensable, on attend 20 000 jeunes à Plomodierne, il est encore loin de faire courir les journalistes, qui ne comprennent pas encore que la France change d'époque et que la jeunesse est en train de prendre définitivement le pouvoir. On était vraiment une poignée de journalistes. J'avais 29 ans à l'époque, j'étais un jeune journaliste. Et convaincre notre rédaction en chef que c'était important qu'on aille à Plomodierne, c'était pas évident. Pourtant, au-delà du phénomène de société, Elixir a de quoi séduire la presse, notamment avec la venue exceptionnelle de Country Joe McDonald, héros de Woodstock, et plus encore avec celle du groupe America, méga star de la côte californienne, qui fait un aller-retour exclusif Los Angeles-Plomodierne. Quand on a su que America venait là, au bout du monde, moi je crois que c'est ça qui m'a motivé quand même, de venir à Elixir cette année-là en me disant quand même. Et puis en creusant, on m'a dit ils viennent uniquement pour ce concert. Ça paraissait incroyable, c'est comme, je sais pas, si les Rolling Stones étaient venus. Exigeant champagne, Bordeaux millésimé, Mercedes individuelle, les 5 membres d'America sont de vraies stars aux conditions inhabituelles pour le festival. Et leur cachet exorbitant de 200 000 francs, du jamais vu. Venture highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Avec America, le festival commence à jouer dans la cour des grands festivals européens, comme Nyon, Wechter ou Roskilde. Pourtant, l'état d'esprit reste le même. Plus de 300 bénévoles œuvrent chaque année en coulisses et personne ne se prend pour le big boss. Je me suis jamais dit que j'allais devenir un producteur de festival. Le truc s'est fait comme ça. On a eu envie de le faire. On a envie de le continuer. C'était plus prendre notre pied et faire quelque chose qui nous plaisait. En 80 et en 81, je dirais que ça se professionnalise. Mais en même temps, on est très amateur parce qu'on n'est pas professionnel, on n'en vit pas. On dort dans des sacs de couchage derrière la scène. Enfin, on faisait ça entre des cours, entre des petits boulots. Donc, il y avait forcément des choses qui n'étaient pas parfaites. Je me souviens que Country Joe McDonald, il avait fait 10 ans avant Woodstock. Je suis allé le chercher à Quimper, à son hôtel, pour le ramener à l'aéroport de Guy Pava à Brest. Et puis on est tombé en panne d'essence sur l'autoroute. Donc j'ai arrêté une voiture, on a fait du stop et je l'ai mis dans une voiture. Et bon, manifestement, il a dû rentrer chez lui puisqu'il n'est pas quelque part perdu entre Quimper et Brest. Mais voilà, c'était pas notre métier.
Moi, ce que je recherchais, justement, c'était quelque chose qui était de pas organisé, donc ça tombait assez bien. Ça l'était dans sa base, mais c'était adaptable au terrain, quoi. Je revoyais les listes d'accès, enfin d'artistes, comment ils allaient les chercher. Il y avait une référence à Luther Allison. On devait aller le chercher à un lieu particulier en mobilette, quoi. Mais c'était ça, enfin, tout le monde allait chercher, soit en hélicoptère, en mobilette, des artistes divers. Pour ce soir ou demain midi, les tôles normalement sont finies. On est bon, quoi. À partir de 1982, le festival change radicalement de dimension. En apparence, tout semble pourtant identique. Le même grand bazar se remet en marche comme chaque été. On plante, on creuse, on cloue. On prépare le terrain pour accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Mais les années Mitterrand ont changé la donne. C'est le début des années fric et de l'arrivée du music business. Elixir n'y échappe pas et la petite association de bénévoles se transforme en véritable entreprise avec bureaux et salariés. Elixir est devenu un petit phénomène de société et même la télévision régionale s'intéresse désormais à l'événement. On le sent bien en flânant au milieu de ce qui n'est encore qu'un chantier sur les dunes de Saint-Pabu. Cette 4e édition d'Elixir est un tournant important pour les organisateurs. Cette année, on a effectivement donné une ampleur peut-être un peu plus nationale au festival. On restait un petit peu association bretonne, surtout visant le public du Finistère. Et puis on s'est dit que compte tenu de la programmation et compte tenu qu'il n'y avait pas de concurrents en France, on peut peut-être viser un public plus large. Et on a donc fait une publicité, une promotion plus importante. Alors que le rock est désormais culturellement admis, les magazines pop culture envahissent les 3 chaînes de télévision françaises. Les Enfants du rock, Décibel, L'écho des bananes, Mégahertz. Une chance pour Elixir qui peut désormais toucher le public national. Voici l'heure du concours Elixir. La semaine dernière, je vous avais posé des questions pour gagner des places pour le festival de Saint-Pabu à côté de Brest le 17 et le 18 juillet. Pour l'édition de Saint-Pabu, le festival voit grand, très grand. Les budgets explosent et là encore, Elixir doit être imaginatif. Ça passera par un appel au financement privé et par l'embauche d'un responsable partenariat. Une première dans le monde du rock. Le festival, avec son succès, le public attendait, pour l'année d'après, ils attendaient encore plus fort en programmation. Donc on a commencé à rentrer dans cette logique d'avoir plus d'artistes, de les payer plus cher. Et il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas d'aide de mairie, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y avait que la billetterie. Donc il fallait trouver de l'argent complémentaire. Donc ça s'est vite imposé. Moi, je suis arrivé donc vraiment à travailler sur Saint-Pabu. C'était en 82. J'avais monté un partenariat avec Libération, qui à l'époque était un journal très lu par les jeunes et qui n'était pas du tout breton. Des cigarettes, une nouvelle frontière. J'avais quoi? J'avais 20 ballets. On en demandait pas mal d'argent quand même. Je me disais comment ils pouvaient penser qu'on était crédibles. Ils sont quand même venus. En 1982, le rock est en train de devenir un objet de consommation comme un autre. Le festival l'intègre inconsciemment et ça marche. Les festivaliers arrivent par dizaines de milliers à Saint-Pabu pour une belle promesse, 2 jours de rock, de mer et de soleil. Plus que jamais, c'est branché d'aller à Elixir. Et l'image Babacool est loin derrière. Je suis allé moi en 82. Voilà, parce que c'est surtout la prog qui m'intéressait. C'est vrai que les premières années, c'était plus folk. Moi, j'étais plus dans mon côté punk rock, etc., tout ça de l'époque. Et c'était vraiment une programmation très rock. C'était fait pour nous, quoi. C'est pas une prog qui était faite pour nos parents, pour nos petits-enfants. Enfin, tu vois, voilà. C'est-à-dire que tous les artistes étaient intéressants. Même Randy California, guitar héros et alter ego de Jimi Hendrix, fera le déplacement. Et Randy California, ça c'est le mec que je voulais voir aussi parce que c'était le guitariste de Spirit, qui est un groupe de Los Angeles. Et donc c'est la première fois que ce mec déboulait en Europe. En plus, c'est-à-dire que sur Elixir, tu avais quand même des artistes que tu voyais nulle part ailleurs. Il y avait vraiment ce côté exclusivité.
En tout juste 4 ans, Elixir a changé la donne. Même Joe Jackson ira contre l'avis de sa maison de disques, préférant jouer à Saint-Pabu en 82 plutôt que de garder la primeur pour sa grande tournée française l'année suivante. Dans la catégorie du premier festival rock français, il n'y en a pas d'autre, qui réunit 30 000 personnes par jour. C'est pour moi le prototype de ce que deviendront les festivals dans les années à venir. Des artistes internationaux chaque année plus nombreux, un public au rendez-vous, le succès du festival est désormais incontestable. Pourtant, il fait toujours aussi peur aux maires bretons. Et chaque année, la même angoisse gagne les organisateurs, trouver un lieu pour l'édition suivante. On était bien l'an dernier à Saint-Pabu, au festival Elixir. Le soleil, la plage, la mer, bref, des conditions idéales. On y serait bien revenu cette année sur ces dunes du Nord Finistère, mais voilà, la municipalité de Saint-Pabu en a décidé autrement voici 2 mois. Aux grandes dames des commerçants d'ailleurs, mais le commerce local ne pèse pas lourd parfois face à la quiétude d'une commune qui veut rester tranquille à tout prix. Certains ont mis en avant les risques inhérents à la drogue. D'autres ont simplement pensé que Saint-Pabu étant une commune calme, il n'était pas souhaitable d'apporter la perturbation. Les communes refusaient de reprendre le festival parce que un certain nombre de bruits couraient, comme quoi c'était la débauche, c'était la drogue, c'était vraiment les hooligans qui débarquaient. Ça chamboulait quand même pas mal la vie des gens. Et voilà, ils disaient oui une fois, ils disaient pas oui 2 fois. En fait, on n'était pas désirés, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On était désirés pour le public, pour les jeunes, mais comme on était des jeunes, donc on n'était pas sérieux comme interlocuteur pour les politiques et tout ça. Et même une commission d'enquête circule entre communes, un véritable brûlot anti-élixir. Mettant en avant l'indécence de certains jeunes, les routes engorgées bloquant l'accès aux églises et cimetières, et bien sûr les dégâts dans les champs avoisinants. Convaincre les autorités devient une tâche de plus en plus difficile et met en danger l'avenir du festival. Les communes ou les départements n'avaient pas pris conscience de ce qu'on pouvait apporter en fait par la culture, par des événements comme ça, que ça pouvait faire vivre à Padelin une région. Le bar du coin, le boulanger avaient très bien compris, mais ils étaient un peu seuls dans leur compréhension. Donc il fallait chaque année reprendre son bâton de pèlerin, reconvaincre des municipalités, des propriétaires de terrain. Nos interlocuteurs, c'était des villages et des paysans pour les terres. Donc ça dit toute la difficulté pour négocier, parce qu'évidemment, c'était pas gratuit les terrains. Aujourd'hui, Guéhéno va devenir une référence pour le mouvement rock. Il s'en fallut de peu d'ailleurs. Le conseil municipal a pris la décision à 1 voix de majorité seulement. Nombreuses étaient les réticences des agriculteurs pour accueillir le festival. 45 hectares de parking et de camping, 5 hectares entourés d'1 kilomètre de tôle. Un festival, ça se remarque dans une campagne. On a vu la sono d'Elixir arriver par camion entier des Smyromorques, quoi. C'est pas possible, c'était phénoménal, c'était vraiment magique. Et la magie va opérer encore pendant 3 ans. De 1983 à 1985, le festival va vivre ses plus belles années et offrir les meilleures affiches de l'époque. Sur Elixir, c'était bien parce qu'il y avait un mélange d'artistes un peu confirmés, quoi, comme Joe Cooker, et puis d'autres groupes qui étaient vraiment les groupes qu'il fallait voir à ce moment-là, quoi, les Bell Stars, les Lords of the New Church, les Stranglers, quoi, c'était les punks, c'est tout ça. Désormais, Elixir donne le la musical. Jusqu'aux groupes les plus pointus, le public suit. Comme avec les London Cowboys ou le rock débraillé des Lords of the New Church.
dirty space. Do I talk around in the streets behind a human face? Elixir est apparu vraiment comme une sorte de pic tout de suite dans un paysage assez plat. C'est qu'il n'y avait pas cette accumulation de propositions sur une même scène. Voilà, c'est ce qui en a fait, je pense, qu'on s'en souvient encore et c'est toujours une référence. Une programmation audacieuse qui offre aux Écossais de Waterboys leur première grosse scène française et la toute dernière pour les Irlandais d'Undertones, entrant ainsi dans la légende d'Elixir. C'est quand même une programmation, même si elle était très très anglo-saxonne. Il y avait quand même des groupes africains, comme Kingston Yadé et FLA. À l'époque, on n'appelait pas ça de la world music, tu vois, il n'y avait pas les festivals de world. Et là-dessus, j'étais aussi pionnier quelque part. Inépuisable sur scène, avec un show de près de 3 heures, le roi de l'afrobeat est un artiste hors norme, dont la venue restera à jamais gravée dans la mémoire des organisateurs. Et là, il est arrivé en tourbus, donc effectivement, ils sont une bonne quarantaine, je dirais, parce que déjà sur scène, ils sont au moins 20, plus les gens qui les accompagnent, etc. Et tout de suite, c'est les femmes donc, qui sont arrivées, qui sont allées donc, au catering. Et là, donc, il y avait les entrées, les plats, les desserts installés, tu vois. Ben, hop, sac poubelle, on y va, on mélange tout, etc. Enfin, vraiment, ils ont tout... C'est la celle qui prenait le plus. Après, je sais pas comment ils s'étaient patouillés pour manger. Tu veux une côte de porc mélangée avec du camembert, des fruits au sirop et une soupe. C'était le chaos. Tous nos caravanes ont été saccagées, mais le concert était génial. Scènes extérieures, lumière, sono, sponsors, Elixir a toujours dû tout imaginer, dans un monde sans Internet, sans numérique et sans prestataire de spectacle. Allant même jusqu'à créer ses propres journaux vidéo avec les journalistes du coin. Salut, 4 nouveaux journaux ce soir avec Impératif et Rock en Bulle. Au menu, des informations services, des vidéomatons et bien sûr des interviews. Oui, et tout de suite, l'arrivée de Nina Hagen, c'était hier soir à Guy Pavas où Thierry, notre envoyé spécial de Rock and Bull, a fait le baisement à Nina Hagen. Allein, die Welt hat mich vergessen. Ich hänge an, hab's bei allen Faschisten. Je sais pas comment on faisait avec les moyens de l'époque, parce qu'on filmait les coulisses, on faisait des petits sujets, qu'on montait comme ça et qu'on diffusait sur un grand écran. Le grand écran, c'était une bâche tendue. Donc il y avait déjà l'idée d'amener de l'image en grand écran sur scène et puis de faire vivre les coulisses. Au royaume d'Elixir, ce sont les belles années. As I lie here, thinking of you, I realized that nothing is... Ça se passait comme ça se passait à l'époque. C'était tout le temps le bazar. Et c'était d'ailleurs un des points qui était agréable à vivre. C'est que, voilà, on était à l'orée de ce qui est devenu une profession. Le rock était
Enfin, pas une industrie au sens où on l'entend maintenant, mondialisée, etc. Personne ne se prenait au sérieux. C'était sympa. Pourtant, derrière ce côté sympathique, le rock business et ses travers prennent peu à peu le pouvoir. L'esprit de liberté et d'utopie qui régnait jusqu'alors sur le festival disparaît chaque jour un peu plus. Quand nous allons faire un reportage sur le festival Elixir, je fais le tour des caravanes, je frappe à la porte. Bonjour, voilà, télévision régionale, on fait un reportage. Est-ce que c'est possible de capter un extrait de votre concert? Oh yes, no problem, oui, allez-y. Les Stray Cats, Nina Hagen, Orchestral Manoeuvre, In the Dark, c'est facile. Ça change avec Kim Wilde, par exemple, qui arrive en backstage. Nous, on filme son arrivée et tout de suite, les gardes du corps qui mettent la main devant la caméra. Là, c'est déjà le cirque qui commence. C'est verrouillé, il y a des droits, faut payer. Elixir est devenu maintenant un festival adulte, un gros festival qui a attrapé la fièvre de la Starmania, une maladie dont les symptômes se traduisent par des musiciens retranchés derrière un service d'ordre intransigeant, des artistes fuyant les journalistes et les caméras comme Kim Wilde, cette américaine payée, disait-on, 300 000 francs pour sa prestation et dont la principale inquiétude derrière la scène était de ne pas se faire photographier. C'est une époque qui a changé. On arrive à un monde beaucoup plus organisé sur le Festival du Rock, alors qu'il était encore dans un esprit coopératif, je dirais associatif, au début des années 80. Dans l'organisation, l'esprit bande de copains s'efface au fur et à mesure que le festival se professionnalise. Quelques doudingues de la première heure, comme Jean-Paul, ne s'y retrouvent plus. Les têtes d'affiche, moi, c'était pas mon concept. C'était moi, mon concept à moi, il était de faire des gens qui vous subjuguent sur scène. La musique pour faire des sous, ils n'ont qu'à les voir ailleurs, ça m'intéresse pas. Pour déplacer les foules, Elixir a fait dans le tube cette année. Orchestral Manoeuvre excelle dans le genre et les groupies de discothèque n'auront pas été déçus. Si certains sont partis, la poignée d'organisateurs encore aux commandes veut aller de l'avant, prendre des risques et répond maintenant aux sirènes de la démesure. Elixir se vend également, à l'étranger. Le ministre de la Culture de Grèce, Mélina Mercouri, a demandé à l'équipe d'Elixir d'organiser pour la fin juillet un grand festival de rock dans un stade d'Athènes. Athènes a été la première capitale européenne de la culture. Donc ça a été l'occasion de dire, faisons un événement là-bas. Et Nouvelle Frontière voulait développer son business sur la Grèce, faire des hôtels, faire des transports. Et comme on faisait ce festival en Bretagne, ils ont demandé d'organiser un festival à Athènes. En fait, c'était notre savoir-faire d'organisateur que l'on vendait à Nouvelle Frontière. L'idée, c'était, on va réussir ça, et puis à partir de là, on aura comme ça 2 festivals, et puis on va les faire grandir, et puis voilà, on va pouvoir faire ça toute notre vie. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. Désormais organisateur de 2 grands festivals en ce mois de juillet 85, d'abord en Bretagne, puis en Grèce, les membres d'Elixir vont jouer d'une terrible malchance où les mauvais coups vont s'enchaîner. Les ennuis commencent tout d'abord à Guéhéno, à quelques jours de l'ouverture de l'édition bretonne. Safely lift me like an olive branch, be my homeward dove, just dance me to the end of love. Ah, dance me to the end of love. Au départ, Elixir, c'est toute une bande de gens, de copains plus ou moins folklore, plus ou moins sérieux. Et petit à petit, ça se professionnalise. Et certains, comme Jean-Paul par exemple, ne s'y retrouvent plus. Et nous, on les laisse partir, ce qui est vraiment une bêtise. Mais c'est comme ça se rationalise. Et ces gens vivent mal le fait d'être exclus. Donc à un moment donné, il y a une bande d'exclus qui décide de déposer le nom Elixir. Et nous, on ne l'avait pas déposé. On ne l'avait pas déposé parce qu'on était on n'y avait pas pensé, puis on était dans une logique plutôt
musique, organisation et pas piratage de noms. Et donc, on se retrouve avec l'interdiction d'utiliser le nom Élixir. Et là, on est vraiment dans une situation extrêmement embêtante parce que pour la France entière, le festival s'appelle Élixir. Et donc, on est obligé de rebaptiser le festival, on l'appelle Roxen, ce qui est un joli nom, mais qui n'a pas du tout, qui n'existe pas pour les gens et qui n'a pas la même valeur que le nom Élixir. Et en fait, ça sera probablement le début de la fin. Rebaptisé Roxen à la hâte, le festival a néanmoins lieu avec une programmation à faire pâlir tous les rockers de France. Hello, I'm Martin Gore from Depeche Mode, and I'd like to introduce you to the Roxen Festival today, which is Bastille Day. Depeche Mode, Leonard Cohen, Spear of Destiny, Midnight Oil venu spécialement d'Australie pour leur premier concert en France. Et surtout, The Clash. J'ai eu ce fameux dernier concert des Clash aussi qui était complètement flamboyant parce que Joe Strummer était là, ça emmenait tout le monde. Bonjour. Il y a une punk rocker. J'étais attendu et que l'énergie qu'il y avait, ça faisait presque peur, quoi. C'était impressionnant. Même si les Clash ont assuré, marquant à jamais Roxen, le festival nouvellement nommé n'a plus la même saveur. Perdre son nom n'est pourtant que la première des tuiles qui va tomber cette année-là sur l'équipe. 85, de toute façon, ça a été l'année la plus difficile. Ça a été l'année où on a perdu le plus de temps et d'énergie à chercher un lieu, donc, y compris des grandes villes, avec des négociations avec Quimper, avec Brest. Refoulé de partout, c'est in extremis que Guéhenno accepte de recevoir une seconde fois le festival. Mais les délais sont si courts pour tout organiser que Roxen doit réduire sa durée à une seule journée, perdant ainsi son âme et une partie de son public. C'est en fait la veille de l'ouverture des portes du festival que le coup de grâce va tomber. Vendredi soir, alors que l'on achève l'installation du festival, l'équipe de Roxen est sous le choc. Le fisc vient de saisir la recette des locations, les impôts réclament un arriéré de TVA sur les années précédentes. Conséquence, les organisateurs ne peuvent pas payer les groupes qui exigent leur cachet avant de jouer. Soumis à une invraisemblable décision administrative liée à l'exploitation du bar, les ex-Élixir sont redressés par le fisc à hauteur de presque 1 million de francs. Une somme énorme que les agents des impôts savent où aller chercher. Le fisc, à la veille du festival, est passé chez tous les disquaires où les billets étaient en vente. Il n'y avait pas Internet, hein. Les billets étaient mis en vente chez les disquaires et en général, on passait la veille du festival prendre l'argent pour payer toute l'organisation du festival. La sono, la lumière, l'essence pour les voitures, il y avait les restaurants, le service d'ordre. Là, le fisc est passé avant nous. Et donc, la veille du festival, nous n'avions pas un sou. On était à Guéhenno, on a appris que le fisc avait commencé à prendre l'argent dans tous les points de vente des billets. Et je me rappelle d'avoir reçu les fournisseurs qui arrivaient avec leurs factures et je leur disais on ne peut pas payer votre facture parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Donc si vous déchirez votre facture et que vous la divisez par 3, je vous paye immédiatement en liquide. Finalement, après d'âpres négociations, l'édition bretonne surnage. Depeche Mode finit même par monter sur scène après une rocambolesque course-poursuite avec le fisc. Les seuls artistes qui n'avaient pas été payés d'avance, c'était les Depeche Mode. J'ai appelé ma femme qui était à Rennes, je lui dis va vite chez le disquaire avant que le fisc arrive. Il y avait suffisamment d'argent dans la caisse, elle a foncé à l'hôtel Mercure de Rennes où dormaient les Depeche Mode et elle s'est retrouvée dans la chambre du manager et des 4 Depeche Mode et ils ont compté, me raconte-t-elle, ils ont compté l'argent en jetant comme ça au-dessus d'eux et on a pu les payer parce qu'on a réussi à court-circuiter le fisc sur un point de vente. Malgré l'énergie et l'acharnement de tous pour que le festival ait lieu, il touche le fond.
Plus de nom, plus de lieu, plus d'argent. La société est en faillite. Pour Elixir, c'est la fin de l'aventure, oui. C'était pas heureux, non? Ouais. Fini? Enfin presque. Il reste encore un dernier défi à relever la semaine suivante, Rock in Athènes. Si une partie du financement a déjà été engloutie par Guéhéno, la bande de Bretons encore vaillante s'envole pour la Grèce, rejoindre l'équipe sur place. Il y avait deux choses qui étaient importantes et qui nous donnaient envie d'y aller. D'abord, c'était une affiche incroyable. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui était milieu années 80, hype en Europe était là. Et c'est l'ampleur, c'est-à-dire qu'on est dans l'ancien stade olympique, c'est absolument somptueux, on voit l'acropole, on est complètement bluffé par le décor, ce qui n'est pas du tout le cas des festivals habituels. Je me souviens, ce stade, c'était le stade original olympique depuis le mouvement moderne des Olympiques. Et on était en train de jouer devant plus ou moins 80 000 personnes. C'est devenu un concert mythique. Athènes, ça a été quelque chose de complètement nouveau, un petit peu comme Elixir la première année. On créait quelque chose. L'impression était un petit peu la même si les rouages, on les connaissait déjà un peu mieux, mais bon, dans un contexte quand même complètement différent. C'était un super souvenir. Mais comme en Bretagne une semaine plus tôt, le mauvais sort s'acharne. Tout dérape progressivement, à l'instar de l'accueil que reçoit Boy George de Culture Club. It was a big concert in Athens. We were booked with a lot of very strange... The line-up was the most bizarre line-up. There was The Cure. Le concert de Culture Club a été très chahuté. Il a reçu pas mal de projectiles. Je pense que d'autres auraient arrêté beaucoup plus vite. Boy George avait été hué parce qu'il avait dit quelque chose au sujet de homosexualité, quelque chose de gayness, et ils n'avaient pas apprécié. I'll tell you something. Those people Feinsteins are obviously heterosexuals of the worst kind. The worst kind of straight people in the whole fucking world. Ugh, who fucking needs it, right? Who needs it, hein? Ce qui fait qu'il a été protégé en devant de scène par le service d'ordre du festival. Ils se sont organisés pour mettre des grands panneaux en contreplaqué et pour couvrir l'avant-scène. You missed again, honey. Try better. It's a miracle. It's a miracle, yeah. Alors que Boy George finit son concert sous les insultes du public grec, à l'extérieur du stade, ça chauffe aussi. Ça brûle même. Tout d'un coup, je regarde derrière moi et il y avait une colonne de fumée qui cachait le Parthénon. Ce qui frappe, c'est une grosse fumée, des hurlements et des pimpons. C'était une colonne de fumée noire. Donc il y a des mouvements de foule sur le stade qui essayent d'aller aux barrières pour voir par-dessus ce qui se passe derrière. Et quand on voit derrière... Ah. Oui, il y avait les flics et les anarchistes qui faisaient des émeutes. C'était fantastique. Là, c'est quand même les bagnoles qui crament, les CRS qui chargent, les lacrymos, 2-3 000 jeunes qui font face, une vraie émeute.
se passait, c'est qu'il y avait des milliers d'anarchistes dans la rue qui demandaient free music, la musique libre. Je pense que le prix était élevé pour l'époque, puisque c'était des drachmes, mais une monnaie faible, et que nous, les cachets, tout ça, c'était en dollars, donc le rapport était énorme, donc c'était assez cher, je pense, l'entrée. Donc ils considéraient que l'État socialiste faisait un festival élitiste, impérialiste. Donc pour canaliser les manifs, il y avait beaucoup de policiers et tout ça, ils ont autorisé un certain nombre de gens à rentrer. Ça a été chaud bouillant. Il y a 35 000 personnes qui sont rentrées à l'œil sur le festival quand même. C'est les émeutes. D'ailleurs, Joe Strummer des Clash avait beaucoup aimé. Depeche Mode, ils étaient déjà dans leur camion prêts à repartir. Ça se passe vraiment bien. Everything was on fire backstage. We'd still probably go on and play a good concert because we're a good group. It doesn't really matter. If everyone could be running around with their heads falling off, and it doesn't make any difference to us. Est-ce qu'on peut nous consulter avant? La réaction, c'est une question de secondes. C'est-à-dire soit tout crame, soit on perd tout. Oui, ce serait possible, l'organisation. Depuis ce matin, on a dit que souvent personne qu'on savait que venir. Qui est responsable, c'est les troubles à l'intérieur. Et on comprend bien que ça négocie avec les flics, avec le ministère, avec ça. Trouvez-moi une solution. Et le truc le plus simple, quand les flics et le gouvernement vous disent c'est une question de sécurité publique, ouvrez les portes, sans ça c'est nous qui les ouvrons, il n'y a pas le choix. Enfin si, il fallait qu'on soit d'accord. Mais il fallait être fou pour pas être d'accord. Parce que il fallait absolument empêcher que ça dégénère dans la ville, quoi. Et donc, quand tous ces gens sont rentrés gratuitement, Nouvelle Frontière nous a rappelé en disant je rappelle que vous êtes coproducteur. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, oui saigner. Un jour, j'irai là-bas. Rincé, ruiné, le monde du rock'n'roll est impitoyable pour ceux qui s'y risquent. Mais Elixir, Roxane ou Rock in Athens auront ouvert la voie et marqué les années 80 d'une empreinte indélébile. Et tu m'emmèneras. On s'est planté, mais ça a été magnifique.